On est à Tanger, Coupe d'Afrique des Nations 2025. Imaginez un peu la scène. Le Sénégal, le champion en titre, mène tranquillement son match contre le Bénin. On se dit que c'est bon, c'est plié. Et là, à la 65e minute, l'impensable. Le tacle, le carton rouge pour le capitaine, pour Kalidou Koulibaly. Le roc. Et à ce moment-là, n'importe quelle équipe peut s'effondrer. Aujourd'hui, on va pas juste parler de la victoire 3-0. On va vraiment disséquer ces quelques minutes de crise, en s'appuyant sur l'interview d'après-match d'Idrissa Gana Gueye pour wisport.com. L'idée, c'est de comprendre ce que ce moment nous dit sur la force mentale d'une équipe qui veut faire le doublé. Et c'est là que c'est passionnant. Parce que on a souvent l'impression que ces interviews d'après-match sont un peu plates, pleines de langue de bois. C'est clair. Mais parfois, avec un événement comme ça, un vrai coup dur, elles deviennent une fenêtre ouverte. Une fenêtre sur le vestiaire, sur la psychologie du groupe. Il faut savoir lire entre les lignes, en fait. Exactement. C'est ce qu'on va essayer de faire. Voir si cette équipe a vraiment, l'étoffe d'un champion. Alors allons-y. Pour bien poser le décor, le résultat final, c'est Sénégal 3, Bénin 0. Une victoire nette. Très nette, oui. Et ça leur assure la première place du groupe D. Et dans son interview, Gana Gueye y mentionne un truc qui peut paraître anodin. Il dit « Ce but nous permet de finir premier de ce groupe et de rester sur Tanger. » Ah, mais c'est tout sauf un détail, ça. À ce niveau de la compétition, c'est même capital. Pourquoi ? C'est juste une question de logistique, non ? Oui, mais pas que. D'abord, finir premier, stratégiquement, ça veut dire que tu évites un autre premier de groupe en 8e de finale. Donc sur le papier, ton chemin est un peu plus dégagé. D'accord, le tirage est plus favorable. Voilà. Et puis, il y a ce qu'il souligne. Rester sur Tanger. Imaginez un peu. Après 10 jours intenses, 3 matchs coup sur coup. La fatigue s'accumule. Exactement. Et le simple fait de ne pas avoir à refaire ses valises, prendre un bus, changer d'hôtel, s'habituer à un nouveau terrain, c'est un avantage énorme. C'est le genre de choses invisibles pour nous, mais qui pour eux changent tout en termes de récupération. Ça pèse une tonne. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase qui suit. Juste après avoir dit ça, il enchaîne « Mais rien n'est encore gagné, ce n'est que la première étape. » Il calme le jeu tout de suite. Voilà. Il y a une dualité fascinante. La satisfaction, oui, le travail est bien fait, mais elle est tout de suite canalisée. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est... Une sorte de vision tunnel, quoi. C'est ça. La célébration est minimale. Le focus, lui, est maximal. On sent qu'ils ont une feuille de route et qu'ils cochent les cases, sans se laisser emporter. Et cette concentration, ils en ont eu besoin, parce que le match n'a pas été si simple. Gana Gueye le dit bien, c'est toujours compliqué un match de poule. Il parle de la fatigue. Oui, des 3 matchs très rapprochés et de la pression. Et c'est là qu'on arrive au moment de bascule, ce fameux carton rouge. Le test de stress ultime. Parce qu'à 11 contre 11, le Sénégal maîtrisait. L'expulsion de Koulibaly, c'est le grain de sable qui peut tout faire dérailler. Tu perds ton leader, ton guide en défense. Et tu donnes à l'adversaire une raison d'y croire. Et d'ailleurs, pendant quelques minutes après le carton, le Bénin a senti le coup. Ils ont commencé à presser plus haut, à mettre de l'intensité. C'est le moment classique où une équipe peut paniquer. On commence à balancer des longs ballons, on se désorganise. Tout à fait. Mais la description que Gana Gueye fait de leur réaction, elle est presque chirurgicale. Il dit « Aujourd'hui, nous avons su rester calmes, continuer à faire circuler le ballon et profiter de nos opportunités. » C'est le continuer à faire circuler le ballon qui est fou, non ? À 10 contre 11. C'est la phrase clé. Tactiquement, c'est un choix très audacieux. Le réflexe normal, surtout quand tu mènes au score, c'est de reculer. Tu passes en bloc bas, tu refuses le jeu et tu subis en espérant que ça tienne. Et eux, non. Non. Ils ont gardé leur structure, ils ont continué à vouloir le ballon. C'est la preuve qu'ils ne se sont pas sentis en danger, même avec un joueur en moins. C'est un message très fort. Mais attends, parce que la suite est encore plus folle. Il ne dit pas juste qu'ils ont bien géré. Il dit... Même à 10, après l'expulsion de Koulibaly, nous avons réussi à créer un penalty et à le transformer. Voilà. C'est pas juste marquer un but, ça arrive. C'est provoquer un penalty. Ça veut dire que tu continues d'attaquer, d'entrer dans leur surface, de les mettre sous pression. C'est une autre dimension. C'est presque une déclaration de pouvoir. Ils n'ont pas simplement défendu leur avantage, ils l'ont aggravé. Ça en dit long sur leur confiance. Meilleure façon de tuer psychologiquement ton adversaire. Tu lui donnes un espoir immense et tu lui retires de la manière la plus brutale. Une démonstration de force mentale, vraiment. Absolument remarquable. Et cette idée de force du groupe, on sent que c'est pas juste une phrase pour les journalistes, on la retrouve dans la citation la plus forte de l'interview, celle sur Koulibaly. Gana Gueye commence par dire « Nous sommes déçus pour Kalidou ». Et puis il ajoute cette phrase
qui pour moi est la clé de tout. Comme il l'a toujours dit, c'est avec en groupe que nous irons loin. Et nous allons continuer à le prouver dans les prochaines étapes. C'est probablement le passage le plus révélateur de tout l'article, parce qu'il ne s'agit plus de tactique, mais de culture, de philosophie. Il ne fait que citer son capitaine. Exactement. Il nous dit que cette idée, la primauté du groupe, c'est un message qui a été martelé, inculqué par le leader lui-même. Et ce qui est fascinant, c'est que l'adversité, donc la perte de ce même leader, ne devient pas une excuse, Mais une occasion de lui rendre hommage en quelque sorte. une occasion de mettre en pratique sa philosophie. C'est comme si son absence devenait le test ultime de la validité de son message. Ok, le chef n'est plus là. Est-ce que ses paroles tiennent encore la route ? Et la réponse a été oui. Précisément, et c'est là que le leadership de Koulibaly prend une autre dimension. Il n'est pas leader que par sa présence, ses tacles. Il est leader par les idées qu'il a implantées. Son influence continue même quand il n'est plus sur le terrain. C'est vrai que c'est frappant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce message vienne de lui. Dans beaucoup d'équipes, le leader naturel, c'est la star offensive, le numéro 10. Le buteur. Voilà. Ici, c'est le pilier défensif qui cimente la philosophie collective. Et en quoi ça change la dynamique d'une équipe, ça, Evelyne ? Que le porteur du message soit le garant de la défense plutôt que, disons, le créateur ? Ça change tout dans la répartition de la responsabilité. Quand le leader est un attaquant, la philosophie est souvent tournée vers l'exploit, le « il nous faut un sauveur ». Donnez-moi le ballon et je m'en occupe. C'est un peu ça, oui. Mais quand le leader est un grand défenseur, comme Koulibaly, la philosophie est basée sur la solidité, la sécurité, l'idée que personne ne doit flancher. Le message, c'est pas « je vais faire la différence », mais « tenons bon tous ensemble et personne ne passera ». Ça valorise l'effort de chacun. Ça crée une culture où le groupe devient un filet de sécurité. L'expulsion a testé ce filet et il a tenu. Ils ont joué pour lui en appliquant ses principes. C'est très fort. C'est une base incroyablement solide pour aborder la suite, et justement, Gamagay conclut là-dessus en se tournant vers l'avenir. La phrase est simple, directe. Maintenant, commence une étape importante, les phases éliminatoires. Tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres chez toi. Pas de fourriture, il a déjà basculé. Il a complètement tourné la page. La victoire, aussi importante soit-elle, est déjà classée. La phase de poule, c'est une course où tu peux gérer, calculer. Les matchs à élimination directe, c'est un autre sport. Une autre tension. Cible en 8e de finale. Parce qu'affronter un petit ou un autre favori, c'est pas la même chose. C'est une excellente question. Et je pense que cette approche est justement solide face aux deux cas de figure. Contre un outsider, le plus grand danger, c'est la complaisance, le relâchement. On l'a vu si souvent. Mais une équipe qui, après un 3-0, dit tout de suite ce n'est que la première étape, elle est a priori vaccinée contre ça. Et face à un autre cas d'or, le danger c'est la peur, la crispation. Le fait de déjouer. Exactement. Mais une équipe qui traverse l'épreuve du carton rouge de son capitaine sans paniquer, en continuant son jeu, elle a prouvé qu'elle avait des fondations mentales très très solides. Elle ne va pas s'effondrer à la première difficulté. Donc, si on fait la synthèse, ce qui ressort de cette analyse, c'est bien plus qu'un compte-rendu de match, en fait. Ah oui, largement. C'est le portrait d'une équipe qui a une conscience très claire de ce qui fait gagner au plus haut niveau. On a vu sa capacité à gérer la pression, à transformer un coup dur en affirmation de son identité. Et surtout, on a compris que cette fameuse force du groupe n'est pas un concept abstrait. Non, c'est une philosophie concrète, incarnée et transmise par un leader défensif, ce qui, comme tu l'as dit, change beaucoup de choses. Absolument. Cet article de WeSport, c'est un cas d'école. Une simple interview nous a ouvert une porte sur la culture de la résilience de cette équipe. La véritable histoire de ce match, c'est pas le score. C'est la manière. C'est la manière dont l'adversité a été surmontée. Ça nous montre un leadership qui infuse tout le collectif et une concentration de tous les instants. C'est cet ADN qui transforme une collection de grands joueurs en un vrai candidat à sa propre succession. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la suite, non ? On est souvent obsédé par les stats. Qui a marqué, qui a fait la passe décisive ? Toujours. Mais après une analyse comme celle-ci, la vraie question devient peut-être qui a construit le mental qui permet à l'équipe de continuer à attaquer à 10 contre 11 ? Et la réponse, bien souvent, elle n'est pas sur le maillot du buteur. Elle est dans cette culture invisible qui lie tous les joueurs entre eux. C'est peut-être ça, au fond, le vrai secret des équipes qui gagnent.